commencer la communication à proprement parler, je voudrais simplement rappeler à votre attention que le contexte éducatif dans lequel nous nous trouvons au Bénin, comme dans tous les autres pays d'Afrique, est un contexte particulier en ce sens où les contenus des manuels scolaires auxquels nous avons été abreuvés depuis aussi loin qu'on peut s'en souvenir ont toujours été inclinés dans un sens donné de manière à obtenir de nous un certain profil. Un profil qui, au regard de toutes les critiques, toutes les analyses, toutes les observations qui sont faites, aussi bien par les scientifiques que les politiciens, ce contenu de nos programmes éducatifs, non seulement n'est pas à la hauteur de ce que l'on devait recevoir comme éducation en principe, mais il est également en porte-à-faux avec le tissu culturel qui nous régente. Je crois que dans la plupart des manuels scolaires, ou du moins dans la plupart des analyses qui sont faites, on décrit presque tous l'inadéquation de notre système éducatif aux réalités culturelles. Pourquoi il en est ainsi? Je vais essayer tout le long de cette communication de vous l'expliquer. Parce qu'il y a, depuis le primaire jusqu'à l'université, tout un pan d'informations que l'on ne nous transmet pas et auxquelles vous n'êtes pas habitués. Moi-même qui suis en train de vous parler, croyez-moi, tout le long de mes études, à aucun moment je n'ai été formé dans ce sens-là. Et c'est seulement quand on commence à s'auto-déterminer, quand on commence à s'auto-éduquer, quand on commence à apprendre par soi-même que l'on découvre un certain nombre de choses. Mais si nous sommes des scientifiques, et c'est en cela que je remercie encore les responsables du département pour cet exercice qu'ils me permettent de faire avec vous, si nous sommes des scientifiques et que nous apprenons des informations nouvelles, nous devons pouvoir être capables d'interagir avec ces informations-là et surtout de modifier notre comportement pour la suite, comportement intellectuel, comportement social, comportement scientifique attendu. Parce que je voudrais vous rassurer qu'à partir du moment où vous avez mis pied à l'université, vous êtes des universitaires. Donc quand on parle d'universitaires, n'allez pas penser qu'il s'agit exclusivement des enseignants que nous sommes. Non. Et lorsqu'on est à l'université, l'élément le plus important pour un esprit universitaire, c'est la curiosité scientifique. Je vais donc vous proposer, disons, une perception de la science à laquelle jusqu'à présent vous n'avez pas toujours été habitué. Et ce faisant, je vais espérer que cela puisse provoquer, à votre niveau en tout cas, beaucoup de questions, susciter des débats et surtout susciter de la curiosité à vouloir en savoir davantage. Et donc, comme l'annonçait tout à l'heure votre chef adjoint, et je vais commencer maintenant ma communication, je vous ai proposé comme titre pour cette conférence pour une promotion du paradigme scientifique africain. Les humanités classiques s'intègrent parfaitement dans ce titre aussi. Et c'est vrai que le premier titre que j'ai envoyé, c'était pour une promotion des humanités classiques africaines. Et donc, les deux titres se renvoient les uns les autres, et donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je vais faire avec vous ce qu'il est convenu d'appeler une communication par l'image. Vous allez avoir beaucoup d'images que je vais vous proposer, parce que voir, c'est autre chose. Entendre, c'est bien, mais voir, c'est encore mieux. Et donc, pour commencer, vous voyez que sur cette page de garde que je vous propose déjà, vous avez rien que des hommes noirs. Ça a du sens. Pourquoi? Ici, je vous présente des enfants salomoniens.
Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez taper, prendre note et puis après taper sur Internet, île Salomon. Lorsque vous allez dans les îles Salomon, donc on appelle les habitants de cette île-là des Salomoniens, vous avez des enfants qui ont des cheveux de cette teinte-là que vous observez. Ce ne sont pas des cheveux teints, ce sont des cheveux naturels. Ce sont des noirs avec des cheveux blancs. Ici, ce monsieur que vous voyez, on l'appelle scientifiquement Cheddar Man, l'homme de Cheddar. Cheddar, c'est une ville en Angleterre où des fouilles archéologiques ont permis de retrouver des ossements des premiers habitants de l'Angleterre. Et au départ, lorsque les scientifiques ont essayé de faire une reproduction en 3D du visage que pourrait avoir l'humain qui vivait là il y a 10 000 ans, parce que les os ont été datés à 10 000 ans, ils avaient au départ réalisé un visage de blanc. Mais un peu plus tard, ils ont trouvé quelques morceaux d'ADN dans l'un des squelettes au niveau de la tête et ils les ont analysés et ils ont constaté qu'il y avait un taux de mélanine extrêmement important qui ne pouvait signifier autre chose que le personnage était noir. Autrement dit, il y a 10 000 ans, sur la terre d'Angleterre, les hommes qui y vivaient étaient noirs. Et donc, ce sont les scientifiques anglais qui ont refait à nouveau cette production-là que vous voyez. Et on l'appelle donc Cheddar Man. Une fois de plus, vous pouvez aller après la conférence sur les réseaux sociaux et voir les magazines scientifiques, les reportages qui ont été faits à ce sujet-là. Ici, la statuette que je vous propose ici est une statuette que l'on a retrouvée en France et dont la datation remonte à 23 000 ans avant Jésus. Et cette statuette, on l'a appelée la Dame de Brassempouy. Brassempouy, c'est une ville de la France. Et ce qui est intéressant dans cette statue, j'espère que vous voyez tous bien, il suffit de regarder tout simplement la chevelure de cette statue pour constater très clairement que nous avons affaire à des tresses africaines. Il y a donc à conclure qu'il y a 23 000 ans, il y avait manifestement une population africaine sur le sol de France, en l'occurrence à Brassempouy. Je ne suis pas latiniste, mais les latinistes pourront vous faire l'historique de la ville de Paris. Paris signifiait à l'époque Père Isis, le culte ou le lieu où se tient le culte d'Isis. Et donc en vérité, quand on fait une étude décomposée, j'allais dire linguistique, mais décomposée de Paris, on se rend compte que Paris, le nom même de Paris, nous renvoie encore à l'histoire africaine. Alors, pourquoi il y a autant d'informations que nous semblons parfois ignorer, alors même qu'il y a bien des années, en 1954, Cheikh Anta Diop avait déjà écrit dans un ouvrage magnifique que je vais vous montrer tout à l'heure, que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et c'est justement parce que l'Africain est à la source de l'humanité qu'on retrouve tous les phénotypes humains. Vous voyez? Parce que évidemment, après, je n'insiste pas sur la raison pour laquelle j'ai présenté cette belle dame. Vous voyez, bien noire de couleur. Et ici, si on pouvait agrandir un peu plus l'image, vous verrez que ce noir-là, il est représenté avec les yeux bleus. Et je vous ai montré donc la tête blonde de ces jeunes Salomoniens, qui montre que tous les phénotypes existent dans les gènes de l'Africain. Et l'Afrique est donc le berceau de l'humanité. Cette assertion de Cheikh Anta Diop implique des conséquences. Malheureusement, cette conscience historique-là de ce que nous avons été, nous a été arrachée. Comment? Par l'éducation, comme je viens de le dire, par les contenus que l'on nous a proposés dans les manuels scolaires que nous étudions depuis bien longtemps.
je voudrais vous proposer ici la lecture d'un passage d'un manuel scolaire que nos aînés, pour ne pas dire nos grands-parents, ont étudié, qui peut vous sembler lointain, mais qui est très proche de nous. Alors, Moussa et Jigla est un manuel scolaire qui a commencé à être édité en 1916 et il a été mis en application jusque dans les années 30. Et à l'intérieur de ce manuel scolaire, l'instituteur blanc explique aux jeunes écoliers noirs ceci. Il y a avantage pour un noir à se trouver au service d'un blanc, parce que les blancs sont plus instruits, plus avancés en civilisation que les noirs, et que, grâce à eux, ceux-ci peuvent devenir un jour des hommes vraiment utiles. De leur côté, les noirs rendent service aux blancs en leur apportant le secours de leurs bras pour l'exécution des travaux de tout genre qu'ils ont entrepris en cultivant la terre, qui permet d'alimenter le commerce et aussi en combattant pour la France. Vous qui êtes intelligents et laborieux, mes enfants, aidez toujours les blancs dans les tâches. C'est un devoir pour vous. Vous voyez ce discours-là, on le retrouve dans les manuels scolaires qui ont suivi après, et même encore de manière un peu plus subtile, dans les manuels scolaires que nous utilisons encore aujourd'hui. Aussi loin qu'on remonte, voilà la manière dont on a contribué à insinuer en nous le sentiment, le complexe d'infériorité, ce que l'on a appelé également l'aliénation culturelle. Et cette aliénation culturelle, Cheikh Anta Diop nous en parle. Au cours d'une conférence qu'il y a eu à Niamey en 1985, un an avant de mourir, paix à son âme, il a pu répondre au sujet de l'aliénation culturelle à ceci, à tous ceux qui lui posaient des questions. Je vous laisse écouter. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme. Et quand on croit s'en être débarrassé, on ne l'a pas encore fait complètement. Souvent, le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle, qui libéré va jusqu'au pas de la porte, et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller. Depuis le temps qu'il a perdu la liberté, depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination, depuis le temps qu'il a pensé, appris à penser à travers son être. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à l'intelligence africaine dans son ensemble. Parce que, en ordre de quelques questions, toutes les questions que vous m'avez posées reviennent à une seule. Quand est-ce que les Blancs vous reconnaîtront-ils? Parce que la vérité sont blanches. C'est cela. Mais c'est dangereux ce que vous dites. Parce que si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Mais vous êtes persuadés que pour que les vérités soient valables et objectives, il faut qu'elles soient blanches. Mais ça, c'est un repli de notre âme qui doit disparaître. Bien, vous avez entendu Cheikh Anta Diop. Malheureusement, ce repli de notre âme qui doit disparaître n'a toujours pas disparu. Et aujourd'hui encore, la vérité sonne malheureusement toujours blanche. Tant que ce n'est pas un blanc qui le dit, on ne croit pas. Quand des Africains font des recherches, on n'y croit pas vraiment. On attend toujours d'avoir l'onction du blanc avant de pouvoir confirmer, certifier une recherche. Et c'est la raison pour laquelle nous avons encore, malgré tout ce que nous savons désormais, de ce que certains auteurs ont pu dire, nous avons encore toujours dans nos programmes éducatifs
des auteurs qui n'ont pas présenté le noir sous un beau jour. Vous serez surpris d'apprendre que quelqu'un comme Montesquieu, que l'on cite partout, il n'y a pas d'études juridiques qu'on fait sans citer de l'esprit des lois. Pourtant, que pensait Montesquieu des Noirs? Montesquieu disait avec précision ceci: on ne peut se mettre dans l'idée que Dieu, qui est un être sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes. On commencerait à croire que nous ne sommes nous-mêmes pas chrétiens. Voilà ce que dit Montesquieu à propos des Noirs. Et Voltaire n'en dit pas moins. Voltaire, dont les ouvrages sont toujours au programme. Voltaire dit que les Blancs sont supérieurs à ces nègres comme les nègres le sont aux singes et comme les singes le sont aux huîtres. Et il y a également d'autres passages de Voltaire tout aussi exécrables. Quelle étude de philosophie fait-on sans citer Emmanuel Kant? Citer ces auteurs-là nous donne toujours le sentiment d'un aboutissement de la pensée. Pourtant, Emmanuel Kant a pu dire de vous que la nature n'a doté le nègre d'Afrique d'aucun sentiment qui ne s'élève au-dessus de la niaiserie. Les Noirs sont si bavards qu'il faut les séparer et les disperser à coups de bâton. Et Victor Hugo, le monstre littéraire, comme qui dirait, dans quelle école ne cite-t-on pas Victor Hugo? À quelle occasion de naissance ne cite-t-on pas Victor Hugo? Victor Hugo est en permanence dans nos établissements. Il y a même des établissements qui sont nommés établissements Collège Victor Hugo. Et pourtant, Victor Hugo est celui-là même qui a lancé la vague de colonisation sur l'Afrique. Dans son discours sur l'Afrique en 1879, Victor Hugo disait: que serait l'Afrique sans les Blancs? Rien. Un bloc de sable, la nuit, la paralysie, les paysages lunaires. L'Afrique n'existe que parce que l'homme blanc l'a touchée. Et vous voyez bien que cette phrase de Victor Hugo fait écho à des phrases prononcées par notre compatriote Lionel Zinsou il y a très peu de temps, c'était en 2014 seulement. Lorsque nous sommes en éducation, vous avez Jules Ferry qui est considéré comme le père de l'éducation moderne. Et donc, aujourd'hui, si vous êtes à l'université et qu'on parle de démocratisation du savoir, démocratisation de l'école, on le doit à Jules Ferry. Et pourtant, en plein débat parlementaire, qu'a dit Jules Ferry? Je vous défie de soutenir jusqu'au bout votre thèse qui repose sur l'égalité, la liberté, l'indépendance des races inférieures. Messieurs, il faut parler haut et fort et plus vrai. Il faut dire ouvertement que les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. J'espère que vous avez compris que la race inférieure, c'était vous. Il y a eu une hiérarchisation des races faite par un certain nombre de personnes qui ont fait dire à Jules Ferry que les notions d'égalité, de fraternité, de liberté ne concernaient pas vraiment les races inférieures, mais concernaient les races supérieures, les races des Blancs. Et vous voyez, à titre personnel, j'ai longtemps enseigné la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel, en vérité, en m'attenant seulement à quelques bouts de phrases qu'on a pu me donner le long de ma formation. Mais quand vous avez accès à tout le texte, vous verrez que cette dialectique du maître et de l'esclave s'inscrit en vérité dans une horreur que Hegel lui-même nous explique. Parce que voici la conception que Hegel a de l'esclavage. Vous voyez les éléments mis en gras, où Hegel dit l'esclavage est dialectiquement nécessaire en tant qu'une étape, une phase, un moment d'éducation. Voilà comment considère comment Hegel considère l'esclavage. L'esclavage est un moment d'éducation et de culture pour l'esclave. L'esclavage est bon et bénéfique en tant que moment pédagogique éducationnel. Vous voyez que quand on a ce genre d'idées qui structurent la pensée de la plupart des hommes politiques occidentaux d'aujourd'hui,
il y a de quoi se poser des questions. Ce sont des auteurs relativement anciens. Vous auriez pu légitimement penser que non, ce sont des questions passées et qu'on n'y est plus, et qu'aujourd'hui les rapports ont changé. Je vous propose très rapidement quelques propos, parce qu'il y en a des milliers, ce genre de propos, ils foisonnent, et qui montrent comment toute l'intelligentsia occidentale aujourd'hui est également structurée dans sa pensée et dans sa perception de vous. Je vous propose ici quelques propos. Nicolas Sarkozy est encore vivant et qu'il vous souvienne qu'en 2007, il est allé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour dire publiquement que l'Afrique n'était pas encore suffisamment entrée dans l'histoire. Et voilà une autre phrase qu'il prononce ici et qui peut vous édifier, surtout par rapport à l'actualité que nous vivons. La France ne peut pas permettre que ces anciennes colonies créent leur propre monnaie. La France ne peut pas permettre que ces anciennes colonies, c'est là la perception, vous êtes toujours une colonie en vérité, créent sa propre monnaie pour avoir le contrôle total sur leur banque centrale. Si cela se produit, ce sera une catastrophe pour le trésor public qui pourra entraîner la France au rang de 20e puissance économique mondiale. Et cette réflexion de Sarkozy a un écho à la réflexion d'un ancien ministre des Finances français, Michel Sapin, qui vous dit à peu près la même chose. Ne touchez surtout pas au franc CFA, sinon vous serez frappé par le terrorisme. Faites l'histoire de votre propre continent, faites l'histoire de la mort d'un certain nombre de vos présidents pour voir s'il n'y a pas de lien immédiat et direct avec. Pour les plus âgés dans la salle, ils doivent encore se souvenir de Helmut Kohl, ce chancelier allemand qui a dirigé l'Allemagne de 82 à 98. Certains parmi vous dans la salle n'étaient pas encore nés, mais il a pu dire « Il ne saurait être question de laisser l'Afrique s'industrialiser. L'Occident ne se laissera plus surprendre une deuxième fois. L'Asie lui pose une sérieuse concurrence aujourd'hui parce que l'Occident avait été distrait face à son développement. » La question de l'industrialisation de l'Afrique est pourtant la question qui nous préoccupe le plus aujourd'hui. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, j'espère que pendant les débats, on aura la chance peut-être de revenir là-dessus, pour que vous compreniez surtout que ces propos sont d'une actualité plus que brûlante. Vous avez le personnage d'en haut, John Vorster, un Sud-Africain d'origine anglaise, et qui a pu dire en plein débat parlementaire en Afrique du Sud que notre objectif principal, c'est d'avoir une Afrique sans les Africains. Et une Afrique sans les Africains deviendra un paradis terrestre pour l'homme blanc. Et je crois qu'ils y travaillent. Un peu plus près de nous, en 1994, il y a le journaliste Antoine Glaser, qui est réputé être un spécialiste de l'Afrique, accompagné de son compère Stephen Smith, qui ont pu écrire cet ouvrage qui fait écho aux propos de John Vorster, l'Afrique sans les Africains, le rêve blanc du continent noir. Et je voudrais vous rappeler une citation qui n'est pas sur ma page là, mais qui a été prononcée seulement l'an dernier par le président Macron, qui a pu dire que l'avenir de la France, c'est l'Afrique. Si l'avenir de la France, c'est l'Afrique, commencez à vous poser où se trouve votre avenir à vous. Beaucoup de personnes sont émerveillées par le couple Clinton. Hillary Clinton, Bill Clinton, ce sont des démocrates, ils ont eu une bonne politique et tout. Et pourtant, Hillary Clinton a dit ceci. J'admire énormément Margaret Sanger pour son courage, sa ténacité, sa vision. Et quand je pense à ce qu'elle a fait pendant toutes ces années à Brooklyn, point de suspension. Mais qu'a fait Margaret Sanger à Brooklyn pendant toutes ces années? Margaret Sanger vous murmure à l'oreille. Elle vous dit ceci. Nous ne voulons surtout pas qu'un seul mot sorte sur le fait que nous voulons exterminer la population nègre. Et Margaret Sanger est initiatrice des programmes de planning familial. Je dis ça, je ne dis rien. Je vous laisse tirer les conséquences. Je reviens encore un peu plus à notre ami Victor Hugo pour partager avec vous une partie de son discours que je considère comme étant un discours programmatique.
des rapports entre l'Occident et l'Afrique. Victor Hugo nous dit toujours dans ce discours, qui se trouve sur Internet, je vous invite à taper discours sur l'Afrique Victor Hugo, vous allez avoir le texte en entier. Victor Hugo nous dit, allez peuple, emparez-vous de cette terre, prenez-la. À qui? À personne. Prenez cette terre à Dieu. Dieu offre l'Afrique à l'Europe. Prenez-la. Versez votre trop-plein dans cette Afrique et du même coup résolvez vos questions sociales. Changez vos prolétaires en propriétaires. Allez, faites, croissez, colonisez, multipliez. Bon, je ne sais pas si l'actualité politique que nous vivons ne nous situe pas clairement sur ce que j'ai appelé tout à l'heure ce discours programmatique. Bref, je pourrais multiplier des citations pareilles à l'infini. Parce qu'en vérité, lorsque vous prenez tous les auteurs du XVIIIe siècle, qu'on a considérés en Europe comme le siècle des Lumières, il n'y a pas un seul, bon, on va vous citer à peine peut-être 2, 3 qui se sont démarqués, comme peut-être Rousseau, mais la majorité des chercheurs qui ont structuré l'intelligentsia occidentale d'aujourd'hui avaient tous des propos aussi horribles les uns que les autres. Mais aujourd'hui, en Afrique, on travaille consciemment, avec ardeur, à ce que nous n'ayons pas une conscience de cette perception de nous-mêmes, à ce que nous ne puissions pas récupérer ce que j'ai appelé tout à l'heure, ce que Cheikh Anta Diop a appelé notre conscience historique. Il y a eu partout sur Terre ce que Carter Woodson, c'est un afro-descendant américain, professeur dans les universités américaines, Carter Woodson a appelé la déséducation du noir, The Miseducation of the Negro. C'est un ouvrage qu'il a écrit. Et donc ce constat de déséducation est toujours d'actualité parce qu'aussi loin qu'on remonte dans l'histoire de l'Afrique, qu'on ne vous présente pas à l'endroit, mais à l'envers, on se rend compte que les Noirs ont été convaincus et aujourd'hui sont toujours convaincus de ce qu'ils n'ont rien apporté, non seulement à l'histoire, mais également à la science, avant le contact avec l'Europe. Et c'est ce que dit Hugo. C'est ce qu'on nous rappelle dans les manuels scolaires. C'est ce qu'on nous rappelle à longueur de journée. Nous n'avons rien apporté. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Vous avez vu tout à l'heure qu'au début, j'ai commencé par vous montrer des images de noirs. Et je vous ai dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Cette phrase, Cheikh Anta Diop l'a prononcée en 1954 à travers son ouvrage « Nation nègre et culture ». Mais vous voyez, nous étions en 1954, on n'était même pas encore indépendants, du moins les indépendances théoriques que nous avons pu prendre. Et donc, à cette période-là, il n'était pas question d'admettre que l'Afrique soit le berceau de l'humanité et de la science. Et donc, beaucoup de chercheurs blancs l'ont combattu. Et justement, on l'a accusé de faire ce qu'ils ont appelé du gobinisme nègre. Le gobinisme, c'est un mot inventé à la suite d'un auteur qui s'appelle Gobineau, Arthur de Gobineau. Et Gobineau a écrit un ouvrage qui est intitulé « De l'inégalité des races ». Un gros ouvrage dans lequel il hiérarchise les races humaines. Évidemment, dans cette hiérarchisation, sur laquelle je ne vais pas insister, je vais juste vous dire que le blanc est au sommet et le noir est en bas. Quand on remonte encore un peu plus en arrière dans l'histoire, vous vous rendez compte que pour légitimer l'esclavage et la traite négrière, pour déporter les Africains en Europe, en Amérique, à partir de 1454 où l'agression a commencé, on a été jusqu'à faire des conférences où on a statué sur la question de savoir si les hommes noirs ont une âme. Tapez sur Internet « Conférence de Valladolid ». Conférence de Valladolid, c'est dans les années 1450 et quelques. Et c'est cela qui a permis de légitimer l'infériorité du noir. Et sur la base de cela,
quelqu'un comme Napoléon a pu édicter ce que l'on a appelé le Code noir. Voilà un code dont personne ne parle jamais et qui pourtant nous régit encore aujourd'hui. Le Code noir est le code qui a permis à tous les Occidentaux, y compris Voltaire, parce que Voltaire était un esclavagiste. Il vendait des Noirs pour s'enrichir. C'est le Code noir qui a légitimé l'inhumanité du Noir et qui leur a donné bonne conscience. C'est ce qui a permis tout à l'heure à Montesquieu de dire on pourrait croire que nous ne sommes nous-mêmes pas chrétiens. Parce que, si vous lisez certains passages de la Bible recommande aux esclaves de respecter le maître. Bref, depuis 1954, Cheikh Anta Diop a commencé à défendre ce point de vue. Mais, au début des années 70, l'UNESCO lui a demandé d'écrire un volume sur l'Égypte ancienne dans le cadre de la rédaction du volume 2 de l'Histoire générale de l'Afrique. Et Cheikh Anta Diop a dit, cela fait 20 ans que j'écris des ouvrages sur l'Égypte ancienne et les chercheurs occidentaux, de façon globale, dans leur majorité, n'arrêtent pas de dire que je fais de l'idéologie et que je suis un idéologue et non un scientifique. Alors, si l'UNESCO veut que je lui rédige un passage sur l'histoire, le peuplement de l'Égypte, je voudrais qu'il y ait un débat public et mondial où vous allez convoquer tous les meilleurs scientifiques occidentaux de l'époque pour qu'on débatte. Si ils arrivent à me convaincre, je fais amende honorable et j'arrête de dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité et de la science. Mais si les thèses que je défends l'emportent, je souhaite que les manuels scolaires, vous voyez, c'est la seule exigence que Cheikh Anta Diop a faite à l'époque, à l'UNESCO. Il a dit, si mes thèses l'emportent, je souhaite que les manuels scolaires, aussi bien en Afrique qu'en Europe, soient corrigés. C'est la seule chose qu'il a demandé. Le débat a eu lieu à Caire, en Égypte, en 1974, du 28 janvier au 3 février. Une semaine de débat. Les collègues qui sont dans la salle savent bien combien on transpire lorsque nous faisons 3 jours de colloque. Alors imaginez une semaine de débat scientifique. Je vous passe les détails, mais toutes les sources possibles ont été explorées lors de ce colloque-là. Et voici les hypothèses qui avaient été émises. L'hypothèse qu'avaient émise les chercheurs occidentaux dans leur ensemble était celle-là. L'Égypte ancienne est peuplée de leucodermes. Leucoderme, c'est le terme scientifique précis par lequel on désigne les blancs. D'accord ? L'Égypte ancienne est peuplée de leucodermes, même si leur pigmentation est foncée et peut aller jusqu'au noir dès le pré-dynastique. Bon, je vous traduis cela en français simple. L'hypothèse que les Occidentaux ont émise, c'est que l'Égypte ancienne est peuplée par des Blancs, mais qui ont la peau noire. Vous comprendrez que quand il y a toujours quelque chose d'extraordinaire dans le monde, il ne faut pas que ce soit attribué à un Africain. C'est de cela qu'il s'agit. L'Égypte ancienne a été peuplée par des Blancs, mais des Blancs qui avaient la peau noire. C'est ce que des scientifiques réunis ont dit, ont émis comme hypothèse. Et voici l'hypothèse de Cheikh Anta Diop, qui, je dois le rappeler en passant, était accompagné de celui-là qu'on considérait comme son disciple, Théophile Obenga, qui est toujours vivant. Je crois qu'il doit avoir 88 ans aujourd'hui. Il est toujours vivant, c'est un Congolais. Et l'hypothèse qu'ils avaient émise était que l'Égypte ancienne était peuplée des balbutiements néolithiques à la fin de la dynastie indigène, c'est-à-dire bien avant Narmer, donc bien avant moins 3200,
jusqu'à Nectanebo II, autour de moins 300 avant Jésus, était peuplé par des Noirs d'Afrique, aussi simple que cela. Évidemment, il y avait tous les savants les plus réputés de l'époque qui étaient présents. Il y avait presque une trentaine de chercheurs. Et sur la trentaine de chercheurs, il n'y avait que 2 Noirs, à savoir Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga. Au bout d'une semaine de colloque, les thèses de Cheikh Anta Diop et de Théophile Obenga l'ont emporté. Comme je vous le disais tout à l'heure, plusieurs sources ont été exploitées. Ils ont exploité les sources culturelles, ils ont exploité les sources anthropologiques, ils ont exploité les sources linguistiques, les sources iconographiques, plusieurs sources, les sources documentaires. Sous la plume des Grecs anciens, vous ne verrez aucun Grec ancien dire qu'il n'a pas été apprendre en Égypte. Aucun. Ils ont tous eu pour maître des Égyptiens. Mais malheureusement, il n'y a que, je m'excuse de le dire, même si c'est une vérité, je vais passer très rapidement, la Bible et le Coran nous ont tellement fait passer les Égyptiens anciens pour des esclavagistes, des gens extrêmement méprisables et méchants, que lorsqu'on nous parle de notre passé égyptien, nous avons une réaction psychologique inconsciente de rejet, alors qu'il s'agit de notre passé, il s'agit de notre histoire, il s'agit de nos ancêtres. Au demeurant, les faits scientifiques contredisent beaucoup d'informations que vous retrouvez dans la Bible. Et donc, depuis 1974, ce que j'essaie de vous montrer là maintenant, en principe, ne devait plus être une nouveauté pour les Africains que nous sommes. Ce que je suis en train de vous dire, ce sont des informations qui sont sues depuis 1974. Donc, en vérité, moi-même, je ne fais rien de nouveau, rien d'extraordinaire. Mais le problème, c'est que moi-même, j'ai été à la même école que vous. On ne m'a pas dit ça très tôt. Et donc, j'ai appris tout ça aussi très tard. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant que spécialiste des sciences de l'éducation, j'estime qu'il est indispensable d'appeler à la correction de nos manuels scolaires. Et c'est la raison pour laquelle, dans son ouvrage que je vais vous montrer tout à l'heure, Cheikh Anta Diop, dans Civilisation ou Barbarie, Cheikh Anta Diop a pu dire à la page 12 que la plupart des idées que nous baptisons étrangères ne sont souvent que les images brouillées, renversées, modifiées, perfectionnées des créations de nos ancêtres, que ce soit le judaïsme, le christianisme, l'islam, la dialectique, la théorie de l'être, les sciences exactes, l'arithmétique, la géométrie, la mécanique, la médecine, l'astronomie, la littérature, l'architecture, les arts. Il n'y a pas un seul domaine scientifique qui ne soit pas à l'origine africain. En fait, quand je dis ça, j'aurais pu finir à ce niveau-là ma communication. Parce que l'objectif pour ce genre de communication que j'essaie de proposer, l'objectif fondamentalement, c'est de partager donc cette question-là, cette problématique de fond liée à notre système éducatif. Notre système éducatif va mal. Et c'est peu de le dire, tout le monde convient de cela. L'un des objectifs, c'est également de susciter des ateliers. C'est la raison pour laquelle je vous le disais tout à l'heure, lorsque vos chefs de département m'ont proposé de venir m'entretenir avec vous, j'ai été très content. Parce qu'il faut que nous ayons ce genre de rencontres pour échanger afin de susciter le débat, la discussion, afin de commencer à nous réapprendre nous-mêmes. Et cela doit se faire en vérité à la destination également des cadres supérieurs de notre système éducatif. Parce que c'est eux qui tiennent la gestion des contenus que l'on vous sert après. Le souhait, c'est de pouvoir également incliner les ministères en charge de l'éducation nationale à une réappropriation de certains ouvrages toujours au programme. C'est une chose que je me propose de faire. J'ai déjà demandé à être auditionné par le Conseil national de l'éducation, ce qui a été fait
le 24 janvier dernier, où je leur ai présenté cette communication. Je me propose également de le proposer aux autres ministres de l'Éducation, mais comme je suis aussi à un poste qui est très prenant, il me faut avoir du temps avant de faire la proposition pour ne pas me montrer indisponible lorsque les autorités m'inviteront. Je me propose également d'introduire le débat de façon officielle à l'université, d'ailleurs ce que je fais depuis quelques années déjà. Mais dans mon programme de gouvernance en tant que vice-recteur, je l'ai inscrit et j'ai dit que je travaillerai à cela. Et c'est la raison pour laquelle je réponds favorablement lorsqu'on m'appelle. Ça ne peut pas faire partie de mon programme et je vais le deviner quand on me demande de venir m'entretenir avec vous là-dessus. Et donc, l'objectif, c'est également de contribuer à la restauration de l'estime de soi du Béninois, mais des Africains en général. Beaucoup de gens vont se dire, mais pourquoi l'estime de soi? Mais pour nous qui sommes en psychologie, laissez-moi vous dire que la question de l'estime de soi est une variable fondamentale dans le développement d'un pays. Parce que vous ne pouvez pas avoir une bonne estime de vous-même si vous n'avez pas confiance en vous. Et pour avoir confiance en vous, en vérité, il faut que vous puissiez vous connaître. Connaître toi-même. Socrate a pu dire, il ne l'a appris nulle autre part qu'en Égypte. Vous ne pouvez pas vous connaître, vous ne pouvez pas avoir confiance en vous si vous ne vous connaissez pas. C'est de notoriété publique aujourd'hui que la plupart des Africains sont sans racines. Nos racines proviennent d'ailleurs. La preuve, tout le programme scolaire et universitaire que nous enseignons répond au paradigme scientifique occidental, répond aux humanités gréco-romaines. C'est la raison pour laquelle nous connaissons plus l'histoire de Rome et de la Grèce que nous ne connaissons notre propre histoire. C'est ça le paradigme. Les Occidentaux se réfèrent à ce qu'il y a de plus ancien chez eux. Et ce qu'il y a de plus ancien chez eux, c'est le paradigme gréco-romain. Vous pensez que les Chinois se réfèrent au paradigme gréco-romain pour enseigner à leurs enfants? Non, pas du tout. Les Chinois ont une parfaite connaissance de Confucius, de Lao Tse et de tous les savants chinois qui ont fait émerger la science chinoise. Vous pensez que les Russes sont particulièrement intéressés par le savoir gréco-romain? Non. Allez-y voir les prouesses scientifiques des Russes. Et ainsi de suite. Il n'y a qu'en Afrique qu'à cause de l'histoire qui a été la nôtre, nous sommes toujours soumis encore aujourd'hui à ce paradigme-là qui nous donne le sentiment que ce qu'il y a de plus abouti en matière de science ou de plus fondateur en science, c'est en Grèce. Or, les Grecs eux-mêmes ont été apprendre tout de l'Égypte. Donc, quand je dis ça, en vérité, j'aurais pu conclure ma communication à ce niveau-là. Je vais aller très rapidement maintenant, juste pour vous montrer quelques images, parce que je vous ai dit, je fais une communication par l'image. Je vais aller très rapidement sur quelques domaines. Je vais les choisir un peu au hasard, comme ça, je vais vous proposer quelques domaines dans lesquels vous allez voir que le passé africain est toujours, le passé scientifique africain, en termes de documentation, est toujours non seulement le plus ancien, mais également le plus pertinent. Lorsque nous sommes en linguistique, et donc en écriture plus particulièrement, l'alphabet que nous utilisons aujourd'hui, on l'appelle l'alphabet latin. Laissez-moi vous dire que l'alphabet latin que vous utilisez aujourd'hui est tout simplement une déclinaison de l'alphabet étrusque. Et c'est important de signaler que le peuple étrusque était un peuple de Noirs également, qui lui-même est inspiré des autres alphabets grecs qui ont été inspirés du phénicien. Et qui étaient les Phéniciens? C'était des Noirs. Les Phéniciens occupaient l'espace physique qu'occupe aujourd'hui le Liban. Et à l'époque, dans cet espace-là, c'était rien que des Noirs qui étaient. Et cet espace était sous suzeraineté égyptienne. Et donc, l'écriture phénicienne est elle-même une déclinaison de l'écriture hiéroglyphique.
l'Afrique a inventé l'écriture. On nous dit que nous sommes un peuple d'une civilisation de l'oralité. C'est vrai, nous accordons de l'importance à la parole donnée. Mais l'Afrique n'était pas seulement un peuple de l'oralité, l'Afrique était également un peuple de l'écriture. D'ailleurs, c'est nous qui avons inventé l'écriture. Et lorsque vous étudiez toutes les autres écritures qu'il y a disséminées à travers l'humanité, vous vous rendez compte que toutes ces écritures-là proviennent de l'écriture souche, de l'écriture mère, que sont les hiéroglyphes. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas lire les hiéroglyphes qu'ils ne traduisent pas, qu'ils ne donnent pas un message. Et vous allez voir que les hiéroglyphes, un peu comme pour ceux qui ont eu la chance d'étudier le français a connu plusieurs étapes dans son évolution. Et de la même manière, la langue négro-égyptienne a connu plusieurs étapes. Et vous avez ici l'une des déclinaisons de cette étape-là qu'on appelle le hiératique. Et vous voyez bien que le hiératique ressemble à de l'arabe, parce que c'est de là que s'inspire l'écriture arabe. Vous avez eu après le hiératique, vous avez eu le démotique, vous avez eu le copte. Copte qui est une langue toujours parlée encore aujourd'hui en Égypte. Vous voyez. Et du reste, l'Afrique a toujours eu plusieurs écritures. Pour n'en citer que quelques-unes, l'écriture Vaï, l'écriture Bambara, l'écriture Mandé, Loma, Kpélé, Maneka et ainsi de suite. L'écriture est donc une invention africaine. Je passe très rapidement sur cette réflexion du comte de Volney, qui lui-même était un esclavagiste, exactement comme Voltaire. Mais après avoir découvert, après un voyage en Égypte, où il a découvert ce passé de nos ancêtres, il a arrêté son commerce et il a commencé à faire la promotion du savoir culturel africain. Et il a pu dire en son temps que cette race d'hommes noirs, aujourd'hui, notre esclave est objet de nos mépris, est celle-là même à qui nous devons nos arts, nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole. Il y a toujours eu comme ça aussi à travers l'histoire occidentale, il y a toujours eu des chercheurs objectifs et honnêtes, hein. Donc n'allez pas penser non plus que ils sont tous des falsificateurs historiques. Non, il y a eu souvent et régulièrement des savants qui sont objectifs, mais une fois que vous commencez à dire la science telle que vous devez la dire, vous êtes ostracisé. Et vous pouvez leur demander. Donc ils souffrent aussi, ceux-là qui essaient de dire la vérité sur l'origine de la science. Lorsque je suis en architecture, on nous dit que ce sont les Grecs qui ont inventé l'architecture monumentale. Bon, je ne sais pas ce que sont ces images-là, si ce ne sont pas des constructions monumentales. Je ne sais pas ce que c'est. Et là, vous avez des constructions qui datent de moins 3000, moins 2000, moins 1000 ans avant Jésus. Vous voyez ici, nous sommes en France. Pour ceux qui reconnaissent la tour Eiffel, vous avez l'obélisque d'Osiris qui a été volé en Égypte et qui est pointé là. De la même manière, il y a également un obélisque qui a été volé, qui est posé aux États-Unis et ainsi de suite. Donc si ça, ce ne sont pas des constructions monumentales, je ne sais pas ce que c'est. Et de toutes les façons, on vous parle des pyramides, mais on ne vous explique pas réellement la prouesse architecturale que sont les pyramides. Vous voyez, en moins 2800 ans, Imhotep, qui est le premier savant de l'humanité documenté, c'est-à-dire le premier savant sur lequel on trouve des traces écrites et dont on a l'histoire et tout ce qu'il a pu faire, c'est de cela qu'on parle, le savant documenté. Imhotep a érigé pour la première fois la pyramide dans la ville de Saqqara, en moins 2800. Vous imaginez? Alors, cette pyramide-ci, on l'appelle la pyramide de Khufu. Les Grecs l'ont appelée Khéops. C'est une grécisation des noms africains. Un peu comme ils l'ont fait même quand ils sont arrivés. On transforme toujours les noms qui sont les nôtres. Donc, c'est la pyramide de Khufu. L'architecte qui a bâti cette pyramide-là s'appelle Émiounou. C'est lui qui est là. Évidemment, c'est une statue en calcaire, donc ça donne une impression d'homme blanc, mais ce n'est pas un blanc. C'est l'un des effigies, l'une des statues qu'on a le plus de lui. Alors, ce que je dois vous dire, c'est qu'aujourd'hui, en 2023 où nous sommes, il n'y a pas de construction architecturale qui approche la perfection de cette pyramide-là. Parce que la pyramide a été construite avec une marge d'erreur de moins de 1%. Ceux qui savent un peu ce que ça signifie comprennent. Moins de 1%. Le Japon
est situé sur une zone sismique. Et j'ai pu voir dans un ouvrage qui présentait les prouesses architecturales une maison qui est capable de léviter, c'est-à-dire qui est capable de se lever du sol en cas de secousse sismique. Mais même cette maison-là, qui est très moderne, ne répond pas à la marge d'erreur de moins de 1%. Et nous sommes là en moins 2600. Et laissez-moi vous donner encore un indicateur pour que vous compreniez le gigantisme de la construction. Vous voyez la statue de la Godier qui est à Cotonou, hein? L'Amazone à Godier. Elle fait environ 30 mètres. D'accord? Nous sommes en moins 2800. Et cette pyramide de Khufu que vous voyez là, elle fait 156 mètres de haut. Vous voyez comment les hommes sont petits en bas là? J'ai eu à titre personnel la chance en juillet dernier d'aller en Égypte et d'aller visiter moi-même à titre personnel ces monuments-là. Et donc c'est moi qui suis là. Et vous voyez, il a fallu que je me mette à une distance très loin de la pyramide pour que la pyramide puisse sortir entièrement dans la photo. Alors vous imaginez, nous sommes en moins 2800, 2600. Et nous avons des constructions comme ça. Et vous pensez qu'on peut faire des constructions du genre sans une maîtrise de la mathématique, de la géométrie, de l'astronomie? Ce n'est pas vrai. On ne construit pas des pyramides du genre avec des mythes et des légendes. Pas du tout. Ici, à côté de nous là, on ne s'en rend même pas compte. Ce mur que vous voyez, on l'appelle la Grande Muraille du Bénin. Et c'est au Nigeria à côté là. Et c'est un mur qui a commencé à être construit en 800 de l'ère chrétienne et est fini vers 1400. C'est un mur qui a commencé à être détruit par les Anglais en 1897. Aujourd'hui, vous allez encore au Nigeria, à côté là, dans le royaume d'Edo, vous trouvez les vestiges de ce mur-là. Et il est dit, et vous pouvez taper aussi sur Internet, vous verrez cela. Il est dit que ce mur-là qui a été fait au royaume du Bénin, à côté de nous, est 4 fois plus long que la Grande Muraille de Chine. Pourtant, on nous présente la Grande Muraille de Chine comme l'une des merveilles de ce monde. Mais pourquoi ne nous parle-t-on pas de la muraille du royaume d'Edo au Bénin? En matière d'architecture, il y a eu des prouesses extraordinaires. Et une petite parenthèse, quand on vous parle de la Grande Muraille de Chine, c'est important quand même de rappeler que c'est la dynastie Shang qui a construit cette Grande Muraille-là. Et le chercheur Onuko Rashidi, qui est un Nigérian nationalisé américain, nous présente des photos à partir des ouvrages et des recherches qu'il a faites des premiers habitants et nous rappelle que la dynastie Shang, que le mot Shang est un diminutif du mot Shango. Et quand je dis ça, vous établissez tout de suite le lien. Et vous voyez comment les migrations ont pu se faire. Voici les Chinois il y a 8000 ans, comment ils étaient. Et vous allez encore aujourd'hui, en 2023, en Chine, dans certains villages, vous retrouvez toujours des Noirs. Que ce soit en Chine, que ce soit en Inde, que ce soit aux Philippines, que ce soit au Bangladesh, que ce soit partout sur Terre, même en Suède, vous retrouvez des Noirs qui ne sont pas des immigrés. Je ferme cette parenthèse pour vous présenter une vidéo à propos du gigantisme de la construction. Nous sommes toujours en architecture là pour vous montrer que bien des années avant, nos ancêtres ont fait des choses qu'il nous suffit de connaître pour savoir comment les perfectionner. Je vous présente la forteresse de Bouenne. Bouenne, c'est une forteresse qui était située en Égypte, entre l'Égypte et le Soudan d'aujourd'hui. La numérisation des données permet de reconstituer la forteresse de Bouenne en 3D sous nos yeux. Le quartier général de Basse-Nubie apparaît pour la première fois. Et il est gigantesque. Sa superficie est 20 fois supérieure à celle de la forteresse d'Ouronarti. Son mur d'enceinte fait plus d'1 kilomètre de long. Des remparts de 11 mètres de haut surplombent le fleuve. Voilà la forteresse dans toute sa splendeur passée.
L'architecture a essentiellement une fonction d'intimidation. Le Nil, c'est l'incarnation du pouvoir sur la frontière. C'est un symbole fort, non seulement pour les Égyptiens, mais pour les autres peuples. Ces forteresses représentaient le pouvoir, la domination. Et il fallait en imposer. C'était un des buts premiers. Par sa taille, Bouën est conçu pour terrifier l'ennemi couchite. Son architecture doit paraître suffisamment élaborée pour rendre toute attaque inutile. Si je vous disais que tout ce qui caractérise nos châteaux médiévaux était déjà là en 1800 ou 2000 avant Jésus-Christ, vous ne me croiriez pas. Et vous me diriez, mais non, arrête, tu te trompes. 3000 ans avant la construction des célèbres châteaux forts d'Europe, la forteresse de Bouën a déjà des douves sèches, une porte d'entrée fortifiée, des remparts défensifs et des meurtrières qui permettent un angle de tir de 180 degrés. Tout ce qui nous séduit dans les châteaux médiévaux existe déjà dans les forteresses du Moyen Empire. Je crois que ça se passe de commentaires. En mathématiques, pour changer de domaine, je crois que beaucoup d'ouvrages montrent désormais l'importance des mathématiques et la nécessité pour nous, Africains, de recourir aux mathématiques. Nous ne pouvons pas avoir une culture mathématique et avoir en horreur les mathématiques. Et les mathématiques sont africaines. Vous avez très souvent à l'école les deux théorèmes dont on nous parle le plus et dont on nous garde, c'est le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore. Eh bien, laissez-moi vous dire que Thalès n'a absolument rien écrit. Comment quelqu'un qui n'a absolument rien écrit peut avoir laissé un théorème? Il l'a dit lui-même à l'un de ses disciples qu'il a consigné dans ses mémoires. Il l'a dit à Phérécyde qu'il n'aime pas écrire. Lui, il préfère voyager. Et justement, il voyageait. Et il a passé plus de 12 ans en Égypte. Pythagore, le théorème de Pythagore. Pythagore a appris pendant 22 ans en Égypte. Et ce théorème qu'on nous a enseigné pendant longtemps à l'école, ce théorème-là était déjà connu moins 1800 ans avant lui, moins 1600 ans avant lui. Et il y a des documents qui l'attestent. En l'occurrence, vous avez le papyrus de Rinde, le papyrus de Moscou. Quand on dit papyrus de Rinde, il faut voir tout simplement la renomination de ces écrits-là. Mais dans le papyrus de Rinde et de Moscou, l'auteur qui a écrit s'appelle Ahmès, Iamoussou ou Amoussou. Et donc, on doit en vérité au théorème de Thalès et de Pythagore, à notre ancêtre, on doit à cet ancêtre-là la production de ces théorèmes-là. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas lire une écriture qu'elle n'a pas de message qu'elle véhicule. Et donc, vous avez déjà dans cet ouvrage qui est là, que je vais vous montrer tout à l'heure, de Théophile Obenga, vous avez un nombre incalculable de formules géométriques qui vous sont présentées et qui sont expliquées. Et c'est ça, ce qui est intéressant avec certains ouvrages produits par des gens comme Obenga qui maîtrisent à la perfection la lecture des hiéroglyphes. C'est-à-dire qu'il vous pose le texte en hiéroglyphes à côté et il vous donne la traduction en face. Et quand vous lisez, vous vous rendez compte que des choses qu'on vous dit être nées au 18e, au 19e siècle, parfois même un peu plus loin, sont des choses qui étaient déjà connues depuis longtemps. Dans le papyrus de Rinde, vous avez plus de 53 problèmes mathématiques qui sont posés et résolus. Et rassurez-vous, tous ces papyrus dont on parle sont en Occident. C'est eux qui les conservent. Allez, on vous a souvent, et j'espère que vous avez entendu parler de la bibliothèque d'Alexandrie qui a brûlé. La bibliothèque, dans un ouvrage que je vais vous montrer tout à l'heure, Obenga raconte comment la bibliothèque a brûlé. Mais il vous dit également le nombre de volumes de documents qu'il y avait. Et ces volumes de documents sont où aujourd'hui? Ils sont stockés dans
les musées, dans les bibliothèques, dans les espaces de documentation cachés en Occident, disséminés à travers tout l'Occident. Ils sont cachés également au Vatican. Le Vatican possède les volumes de papyrus les plus importants. Donc ce sont des choses qui aujourd'hui encore sont accessibles, à la condition évidemment que vous ayez la possibilité d'y aller. Vous avez ici une attestation qui montre combien les mathématiques ont une antériorité sidérante. Parce que sur le premier artefact trouvé, qu'on a appelé l'os de Lebombo, c'est au Swaziland, un peu vers l'Afrique du Sud, vous avez une attestation de mathématiques qui est datée entre moins 35 000 ans et moins 40 000 ans. Et vous avez déjà les premières attestations numériques. Mais dans un os plus récent, retrouvé à moins, qui est daté de moins 25 000 ans, et retrouvé à Ishango, en République démocratique du Congo, vous avez encore une plus grande précision de cela. Et ici, l'image que je vous montre, nous sommes ici en Belgique, devant le musée naturel, le musée des sciences naturelles. Et le symbole qui représente la science à ce niveau-là, c'est une reproduction grandeur nature de l'os d'Ishango qui, en vérité, n'est pas très grand, mais sur lequel vous avez déjà des attestations de calculs qui doivent vous rappeler les calculs que nous faisons au primaire avec les bâtonnets. Moins 25 000 ans, cela se faisait déjà. Je vais aller un peu vite. J'allais vous parler des fractales en vous présentant une première vidéo là, mais je vais laisser cette vidéo passer pour gagner du temps et vous montrer que même dans les tresses que nous faisons, il y a déjà l'idée des mathématiques. Et quand vous entendrez parler de fractales en mathématiques, sachez que c'est déjà cela. La reproduction à l'infini d'un même motif. Et c'est sur ce même modèle que sont construits parfois nos villages. Ici, c'est une école créée, je crois, au Kenya ou en Namibie, en tout cas dans l'un des pays de l'Afrique australe, j'oublie le nom, mais par un architecte burkinabé. C'est une école récente. Hein, je crois, j'oublie son prénom, mais il s'appelle Kéré. Et c'est ce même architecte qui actuellement est en train de vouloir reconstruire l'Assemblée nationale au Bénin ici. C'est lui qui a construit ça. Je vais vous faire passer un élément qui va encore vous montrer une fois de plus combien on a pu avoir des prouesses non seulement architecturales, mais aussi mathématiques. Et ici, dans la présentation de cette église qui a été construite d'un trait, quelque part dans le nord de l'Éthiopie, vous allez voir les explications qui vous sont données et qui mettent en lien les fractales avec le Fa. Le mot Fa n'est pas dit dans l'élément qui va vous être présenté, mais je crois que vous allez le comprendre automatiquement. Parce que le mathématicien qui vous parle, Ron Eglash, qui est un mathématicien, qui est l'un des meilleurs spécialistes de fractales américains, vous dira qu'il a dû s'initier lui-même à cette géomancie-là, donc le Fa, pour pouvoir comprendre un certain nombre de choses et pour pouvoir aller plus loin dans ses analyses. Je vous laisse écouter à ce niveau-là aussi. Je me rends en Éthiopie pour voir une des merveilles du monde. C'est une église orthodoxe de 800 ans creusée dans le sol et d'un seul tenant. C'est magique. Oui. Je rencontre des spécialistes de fractales africaines. Vous voyez là la reproduction à l'infini du même motif et qui après a représenté la structure tout entière. Parlez-moi de fractales. Qu'est-ce que c'est? Les fractales, il n'y a rien de plus simple. C'est juste un même motif qui se répète à différentes échelles. Donc, sur un édifice comme celui-ci, on a les croix tout en haut, grandes, moyennes et petites. Oui, on a une croix dans des croix sur le toit. Et au centre, une sorte de X, qu'on peut voir comme le cœur de la fractale, à partir duquel tout part. Si vous regardez l'intérieur, vous verrez que le motif de la croix se reproduit, comme en écho, jusqu'à la base de l'église.
C'est un thème géométrique qui revient sans cesse dans les constructions africaines de ce type. C'est donc une vision du monde différente de celle des Occidentaux. Tout à fait. On retrouve la géométrie fractale dans la nature. Ses reproductions à l'infini. Sur un arbre, par exemple, on a une branche qui se divise en plusieurs branches, qui se divise en plusieurs branches, et ainsi de suite. Les nuages sont composés de nuages de plus en plus petits. Et les pics des montagnes aussi. Et les flocons de neige. Exactement. Dans la nature, on a des reproductions fractales. Un jour, en regardant des photos aériennes de villages africains, je me suis dit, ça alors, on dirait des fractales. Et c'est là que j'ai réalisé que ça devait être une caractéristique culturelle, ou une forme de savoir collectif. Une fois qu'on comprend les fractales et qu'on sait les décoder, on voit que c'est le principe de base du système de savoir autochtone, partout en Afrique. On le retrouve au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, au Ghana, au Cameroun, en Afrique du Sud, en Tanzanie de l'Est. Partout, il y a des ensembles d'algorithmes sur une base fractale. À Addis Abeba, un bâtiment entier a une architecture fractale. Il respire. Il a des perforations fractales sur sa façade, ce qui réduit radicalement les besoins en climatisation. L'Occident a mis beaucoup de temps à identifier ces motifs. Oui, il a fallu attendre 1977 pour que le premier livre sur les fractales soit publié, alors que les Africains les utilisaient depuis des siècles. Les fractales africaines ont-elles eu un impact sur le monde? Oui, à travers un système de divination qui reposait sur les mathématiques. Il faut tracer des lignes au hasard en les énumérant, on les dessine dans le sable. Pour un nombre pair, on fait 2 traits. Si c'est un pair, c'est un seul trait. Et quand je suis allé voir ceux qui pratiquaient cet art pour leur demander de m'en parler, ils m'ont répondu non, c'est un secret, on ne peut rien vous dire. Alors il a fallu que je me fasse initier pour devenir un prêtre de géomancie. Et j'ai appris qu'au XIIe siècle, ce système était arrivé en Europe et avait été adopté par des alchimistes. Leibniz, le mathématicien allemand qui a inventé le code binaire, a étudié ce système. Ensuite, on passe de Leibniz à George Boole, qui a créé l'algèbre de Boole. Et cette algèbre a donné l'ordinateur de John von Neumann. Ça a conduit à la naissance de l'informatique numérique. Ces lignes de 1 et de 0 et tous nos circuits numériques ont une lointaine origine africaine. Il y a 2 voies possibles en mathématiques. L'une consiste à imaginer comment imposer l'ordre en partant d'en haut, et l'autre à laisser l'ordre émerger d'en bas. J'espère que nous pouvons aujourd'hui reprendre le processus qui a été interrompu par la traite des esclaves. Voilà, je pense que cela se passe de commentaires. Allons en médecine. Je sais que vous êtes en espagnol, mais l'idée ici, c'est de vous montrer comment dans toutes les disciplines, il y a une antériorité africaine. Lorsque nous sommes en médecine, vous voyez, pour faire des opérations chirurgicales, les médecins utilisent des bistouris, des objets extrêmement tranchants. Les bistouris que vous avez ici sont des bistouris qui datent de moins 2800 ans. Cela ne vous surprend pas qu'en moins 2800 ans, on a été capable de produire ça. Et ça, ce sont les bistouris modernes. Alors, dites-moi quelle différence y a-t-il entre les deux là? Regardez bien sur cette stèle, j'espère que vous arrivez à voir. Regardez bien, vous allez voir un individu qui est en train d'offrir un objet qui est un stéthoscope. Le stéthoscope, c'est l'objet que mettent les médecins là au cou et qui permet de prendre le... Il est en train de l'offrir. Évidemment, bon, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est Imhotep en train d'offrir le stéthoscope à son roi de l'époque qui était le roi Joseph. Il est en train de le lui offrir. Et vous avez ici un médecin martiniquais, Fernand Kouadou Dobacholo, qui a écrit un ouvrage, L'Afrique noire, berceau de la médecine et de la chirurgie, dans lequel il vous montre comment tout ce qui est fait aujourd'hui n'a eu aucun secret pour nos ancêtres depuis 1800, 1500,
1150 et ainsi de suite. Comment on appelle l'opération ouvrir le ventre d'une femme pour sortir le césarienne. Les césariennes se faisaient déjà à l'époque. Et vous avez ici des termes médicaux qui sont d'une actualité impressionnante. Parce que vous avez le mot médecin qui était clairement décliné, vous avez le mot chef des médecins, chirurgien, inspecteur des médecins, doyen des médecins. Donc quand on parle de doyen aujourd'hui, le terme doyen était déjà utilisé dans le sens moderne dans lequel nous l'utilisons. Et cela dit en passant, lorsque j'ai eu l'occasion d'aller donc en Égypte en juillet dernier, comme je vous l'ai dit, cette photo, c'est moi-même qui l'ai prise et qui sont les bistouris qui sont exposés au musée du Caire. Et vous avez donc, je parlais de doyen des médecins, vous avez eu une femme, Péséchette, qui a été la première femme médecin que l'humanité ait connue. Elle était à la fois médecin, mais également physicienne. Et elle était doyenne des médecins au sens où l'on entend aujourd'hui, c'est-à-dire patron de tous les docteurs qui sont sous ses ordres. Et vous avez déjà tous les os du crâne, du sein, de l'abdomen, du moins, toutes les coupes qui étaient déjà faites. C'est dans l'ouvrage de ce médecin que vous avez tout ça. Et comme je le redis encore, c'est un médecin. Vous avez, beaucoup de gens ne connaissent pas ça, mais ce qu'on a appelé le clepsydre. En fait, déjà à l'époque, cela servait à prendre le pouls des patients. Mais aujourd'hui, quand vous étudiez la médecine, les médecins vous disent que c'est Hérophile qui a initié tout ça. Pourtant, il y a des preuves attestées. Et je dois vous rappeler que la plupart des médecins européens, parfois même, si vous allez sur Internet, vous allez constater, parfois même pour rédiger leur thèse de fin de cycle, vont étudier les secrets des manuscrits et font leur thèse là-dessus. Parce que dans les papyrus, Ebert et Edmund Smith, ce dont il s'agit, ce sont des traités de médecine. Donc, nous ne sommes pas en train de parler là de charlatanisme. Nous sommes en train de parler de procédés médicaux qui ont été éprouvés, de traitements thérapeutiques, de démarches cliniques telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et c'est assez impressionnant de les lire. Et je vous montre comme ça au passage l'un des plus vieux préservatifs au monde. Voilà le préservatif le plus ancien de l'histoire de l'humanité. Parce que nos ancêtres avaient déjà compris que les maladies vénériennes existaient. Mais ça, ce sont des choses qu'on ne nous dit pas. Parce qu'à la faveur du sida, beaucoup de choses ont été dites. Est-ce qu'on utilisait? Oui, on utilisait bien des protections par le passé. Mais si on ne nous les a pas enseignées, on ne peut pas savoir. Regardez cette prothèse-là. Elle date de moins de 2600 ans. Pourquoi? Parce que quand les guerriers allaient faire la guerre et qu'ils se retrouvaient estropiés et tout, il y avait déjà des médecins prothésistes qui pouvaient leur faire des prothèses. Et vous avez un exemple là, que vous voyez. Vous avez également l'Afrique berceau de la cosmétique et des dentifrices. Observez bien sur cette stèle-là, sur cette fresque. Vous allez voir un médecin en train d'observer la bouche de son patient. Je vais aller un peu plus vite pour le temps s'en va. Esthétique. Vous avez là la première stèle d'esthétique, Iri Itoussen, père de l'esthétique, et vous avez là une chemise qui date de moins 5000 ans que vous retrouvez dans le musée d'archéologie à Londres, ainsi que le peigne afro et les miroirs. Et ici, vous avez également des bijoux. Pour ceux qui connaissent un tout petit peu l'histoire égyptienne, vous savez l'importance de la symbolique du scarabée que l'on retrouve ici sur ces bijoux-là. Et ici, vous avez également des bijoux qui ont l'impression d'être des bijoux que portent encore aujourd'hui nos femmes. Est-ce que vous avez l'impression d'être dans une antériorité là? Parce que moi, j'ai l'impression de voir des bijoux, peut-être même qui se trouvent encore sur certaines de nos femmes là dans la salle. Et pourtant, ce sont des objets qui datent de moins 2000 ans, parfois moins 3000 ans. Que ce soit en économie, en droit, en religion, vous avez également des preuves.
l'Afrique avait une économie structurée. Ce n'est pas de l'amateurisme économique qu'on faisait. À partir du moment où on avait une monnaie, le chati, qui un peu plus tard a été appelé le débène, il y avait donc un système économique structuré. Vous aviez déjà à l'époque le trésor. Et quand vous avez un trésor, vous avez forcément des trésoriers et vous avez un directeur du trésor. Il a été même retrouvé dans les fouilles archéologiques des fiches de paix. Est-ce qu'une civilisation peut avoir une fiche de paix s'il n'y a pas un système économique structuré et maîtrisé surtout? S'il n'y a pas de théorie sur l'économie? Et le problème, c'est notre ignorance de cela. Quand je dis notre ignorance, ce n'est pas vous, ce n'est pas nous. C'est ce que le système a fait de nous et que l'on peut rectifier aujourd'hui. Vous avez en religion, je vais passer très rapidement parce que je sais que c'est un sujet sensible, mais je n'ai pas voulu non plus escamoter cela. Regardez, ce n'est pas moi qui ai pris la photo. Ici, on nous signale les 3 derniers papes se prosternant devant Aïssata, Marie. Voilà les chrétiens quelquefois qui retournent à la doctrine africaine originelle. Et nous sommes là au Vatican, dans l'un des sous-sols du Vatican, et vous voyez bien, le culte des ancêtres est fait par tout le monde, que ce soit les chrétiens, les musulmans, que les Africains. Mais très souvent, quand il s'agit des cultes africains, comme on nous l'a appris tout le temps, la tendance est à la diabolisation. Juste des images que je vous montre pour passer, voilà ce qui existait avant, après. Là, pour les chrétiens, ils reconnaissent un peu l'habillement et les iconographies religieuses avant, aujourd'hui, avant, aujourd'hui, avant, l'agneau de Dieu, avant, aujourd'hui. Pareil aussi, quand on venait, les postures de prière musulmane, vous voyez, avant, après, avant, après. Les cérémonies, toujours pour revenir encore au christianisme, les cérémonies de procession, avant, après, avant, après, avant, après, avant, après. Vous serez surpris de voir ce que vous pouvez découvrir quand vous faites une incursion dans le passé et dans les manuscrits que nous ont laissés nos ancêtres. Les Africains ont inventé la notion de magistrat et de juge. Il y a un auteur français, Christian Jacques, qui a carrément écrit un ouvrage là-dessus, Le juge d'Égypte. Et les premières attestations du symbole de la justice qu'est la balance se retrouvent dans le papyrus d'Ani, que vous voyez là. Ici, c'est une photo prise toujours au musée du Caire, plutôt dans le musée d'Alexandrie, et c'est une copie, parce que si vous regardez, en fait, notre propre héritage appartient aux autres, parce qu'eux-mêmes signalent ici que l'original se trouve au British Museum. Le British Museum, c'est en Angleterre. Donc, les Égyptiens qui sont propriétaires du manuscrit ont eux-mêmes une copie, et c'est la copie que vous voyez là. J'ai juste fait après un zoom pour que vous voyez transparaître dans cette copie-là le symbole de la balance. D'accord? Quand on est en droit. Donc, même en droit, vous avez également... J'ai oublié de vous parler de cet auteur français qui a écrit un ouvrage, c'est sur les diapos précédentes, je ne vais pas y retourner, Eugène Review, de l'origine égyptienne du droit civil romain. Donc, voilà des preuves que nous avons. Les Africains ont inventé la navigation. Voilà des preuves, des bateaux qui sont là, qui existent. Et donc, on avait déjà tout ça. Et je dois rappeler qu'en moins 1200 environ, la reine Hatshepsut avait déjà fait la navigation et s'était rendue jusqu'en Amérique pour voir ses frères. Parce que si vous observez bien, en Amérique du Sud, il y avait les peuples qu'on a appelés les Incas, les Mayas, les Aztèques, les Toltecs, les Olmecs et tout ça. Vous allez voir qu'il y a en Amérique du Sud beaucoup de pyramides. Pas des pyramides aussi impressionnantes et grandes que celles qu'on a pu voir avec Khufu, mais il y a beaucoup de constructions pyramidales. Et le peuple là était un peuple noir. Et d'ailleurs, un chercheur américain, afro-américain, a écrit, Ivan Van Sertima, ils étaient là avant Christophe Colomb, pour dire que Christophe Colomb n'a rien découvert. Quand il a vu les Amériques, nous étions y allés déjà plusieurs fois. Et encore plus récemment, bien avant Christophe Colomb, je crois que Abou Bakr, Mansa Abou Bakr, avait déjà aussi en 1200 fait le voyage sur l'Amérique avant tout cela.
Lorsqu'on est en éducation, je vais m'en tenir uniquement à cet ouvrage-là dans lequel c'est une Française. Et comme je vous le disais, il n'y a pas que les Africains qui écrivent pour restituer le passé. C'est une Française qui, moi-même, m'a inspiré. Parce que peut-être tout à l'heure, l'occasion se prêtera pour que je vous dise comment j'en suis arrivé à m'intéresser à ces questions-là. Et donc, vous réalisez que, pour moi, qui ai longtemps enseigné le système éducatif, la hiérarchisation de notre système éducatif comme étant d'inspiration gréco-romaine, je découvre tout simplement qu'une fois de plus, là également, c'est sur le modèle africain que les Grecs ont copié. D'accord? Et elle l'explique très bien dans ses ouvrages et je vais passer pour ne pas m'attarder là-dessus. L'université également, l'Afrique était déjà universitaire bien avant l'Europe. Mais ça, c'est des choses qu'on ne nous dit pas. Et dans un ouvrage comme celui-là que vous avez vu, l'Afrique noire précoloniale, Cheikh Anta Diop nous l'explique. Le roman et la narration sont africains. Et là, ça vous concerne, parce qu'on vous parle des styles littéraires que sont les fables, le conte, l'histoire, le mythe, la poésie. Tout ça, c'est inventé par les Africains. Le premier roman connu de l'humanité est intitulé Sinoué. D'accord? Sinoué, les tribulations d'un Égyptien en exil. Et tous les types de styles littéraires ont été inventés en Afrique. Et vous voyez, lorsqu'on parle des fables, par exemple, on parle souvent des fables de La Fontaine. Et pourtant, La Fontaine lui-même reconnaît qu'il chante les héros dont Ésope est le père. Et qui est Ésope? Le voilà. Et c'est un Africain qui a existé en moins 600 ans avant Jésus et qui a écrit absolument toutes les fables que vous propose La Fontaine. Mais ça, on ne vous le dit pas non plus. Et ici, vous avez encore Maspero qui vous parle des contes populaires de l'Égypte ancienne. Les plus belles légendes de l'Égypte ancienne. Et autant d'ouvrages qui attestent de cette antériorité dont je suis en train de vous parler. Je ne vais pas m'attarder sur ce tableau, même s'il aurait été intéressant de le faire, parce que j'essaie simplement de montrer en vérité comment nous pouvons procéder à une restructuration des repères à enseigner, c'est-à-dire les auteurs africains qu'on gagnerait à enseigner en lieu et place des auteurs occidentaux que l'on enseigne aujourd'hui. Mais comme pour la plupart des auteurs que je propose, vous ne les connaissez pas, pour l'instant en tout cas, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des références et de la documentation écrite. Ce ne sont pas des propos en l'air. Et donc sur ces deux tableaux, c'est ce que j'essaie de vous montrer. Lorsqu'on est en astronomie, l'élément le plus indicateur dont je voulais vous parler et qui a été présenté également par Omotunde, c'est la question du calendrier. Nous sommes en fin d'année et bientôt nous allons fêter les fêtes de fin d'année. Et vous n'avez pas idée qu'en vérité, le calendrier est une invention africaine. Ce sont les Africains qui ont inventé le calendrier. Et là, je voudrais quand même rappeler ici qu'Hérodote, qui est un grec, qui a vécu autour de moins 400 ans avant Jésus et qui est considéré comme le père de l'histoire. D'accord? Hérodote ainsi que Diodore de Sicile et tout cela. Hérodote dit clairement que les Égyptiens avaient les premiers découvert le cycle de l'année réparti sur 12 mois et les cours des saisons. Ceci disent-ils en se réglant sur les astres. Donc la notion de bonne heureuse année, bonne fête de fin d'année et tout, c'était déjà évoqué par nos ancêtres. C'est évident parce que si vous n'avez pas inventé le calendrier pour savoir quand commence une année et quand elle finit, vous ne pouvez pas avoir de fête de fin d'année. Et vous allez voir dans ce prochain élément que je voudrais quand même vous présenter, que lorsque les Occidentaux ont récupéré le calendrier, en vérité, ils l'ont galvaudé. Pourquoi? Cela n'attire pas souvent votre attention, mais je sais que vous allez désormais faire attention. Nous sommes au mois de novembre. En principe, la racine du mot novembre devait nous situer le mois de novembre comme étant le 9e mois. Décembre devait être le 10e mois. Mais décembre est plutôt le 12e mois. Octobre devait être le 8e mois, mais octobre est plutôt le 10e mois. Parce que, entre-temps, sur
l'histoire, il y a eu une récupération, une malcompréhension ou une incompréhension de pourquoi les choses avaient fonctionné ainsi, et il y a eu une gestion très hasardeuse, et quand vous allez écouter le chercheur, vous pourrez peut-être même parfois vous rendre compte de la manière dont des humeurs ont pu gérer la réalité du calendrier tel que nous l'avons aujourd'hui. Je vous laisse encore écouter un peu le chercheur à ce niveau-là. Voilà une des choses. Une autre chose aussi qui est assez étonnante, c'est de voir que nos mois, on appelle le mois de septembre, d'octobre, novembre, décembre. On pourrait penser que c'est le 7e mois, 8e mois, 9e mois. Ben non. Octobre, justement, c'est le 10e mois. C'est assez curieux. En fait, ça vient du calendrier romain, donc, qui, lui, est un héritier, justement, du calendrier égyptien. Donc, Jules César a eu la bonne idée d'aller à Alexandrie et de copier, finalement, le calendrier égyptien. On a fait le calendrier julien, qui est un calendrier génial, vraiment génial. Alors, ça commence au mois de mars, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, le 7e mois, octobre, le 8e mois, novembre, le 9e mois, décembre, 10e mois, et le dernier mois, étant le mois de février, eh ben, c'est là où il ajoutait un jour, tous les premiers mois devaient avoir 31 jours, le deuxième mois 30, 31, 30, 31, etc., jusqu'au bout, et à la fin, 30, et tous les 4 ans, 31. Parfait. Puis il meurt avant d'avoir vraiment tout réalisé son truc, et du coup, en plus de ça, ça fait un gros scandale, parce qu'il avait perdu quelques jours, comme ça, les gens avaient perdu quelques jours de travail, etc., donc ça allait pas. Mais quand même, on a trouvé que c'était finalement pas si mal, alors on lui donne comme nom le calendrier julien, et on donne à Jules César donc le nom d'un mois, le mois de Quintilis, qui devient le mois Iulius, juillet, mois de Jules. Mais pendant une dizaine d'années, personne n'arrive à comprendre l'histoire des 4 ans, ils font ça tous les 3 ans, enfin n'importe quoi. Et puis finalement, ça ne va pas. Et c'est Auguste qui reprend le calendrier à son compte et qui dit, bon, très bien, on va remettre ça bien, et à partir de là, ça sera intangible, et on va faire ça très très bien. Donc effectivement, c'est ce qu'il fait. Mais les marchands disent, ah oui, mais non, nous, ça veut bien qu'on ne veut pas commencer comme les militaires l'année avec Mars. Nous, les marchands, on commence avec Janus, avec le dieu Janus, c'est-à-dire celui qui regarde à la fois passer. Et donc c'est le mois de janvier. Il faudrait bien que ce mois de janvier ait 31 jours encore. Alors on enlève un mois à février, on enlève un jour à février. Puis d'un seul coup, on dit, puisque c'est Auguste qui a pu rétablir ce magnifique calendrier, il a bien mérité d'avoir un nom de mois. Et ce qu'il faudrait, c'est celui d'après juillet, d'après le mois de Jules, qui est le mois d'Auguste. On se dit oui, en plus ça tombe bien, puisqu'il a gagné beaucoup de batailles justement pour le mois d'août, enfin ça tombe très bien. Donc donne Sextilis, qui devient Auguste. Et Augustus n'a que 30 jours. Alors là, Auguste n'est pas content, évidemment. Jules César a un mois de 31 jours, et lui, il n'aurait qu'un mois de 30 jours. Donc il rajoute un jour. C'est pour ça que août a 31 jours. Et évidemment, on en enlève encore un autre, février. Et donc, effectivement, le mois de février devient un mois de 28 jours. Bien, vous voyez comment donc les humeurs ont pu gérer le calendrier auquel nous sommes soumis aujourd'hui. Je vais aller un peu plus vite. Bon, là, je l'avais prévu pour les agronomes qu'il y a dans la salle, juste histoire de montrer que, même pour ce qui concerne les histoires de foie gras, le foie gras aujourd'hui, c'est un mets très prisé et très apprécié, qu'on considère même comme étant un mets occidental, et pourtant, il est également africain. Et pour ça, vous avez les attestations de comment tout cela était fait avant. Dans la tombe du roi Kagemni, vous avez toutes ces stèles-là qui sont parfaitement dessinées. Que ce soit le pain, vous avez toute la fabrication jusqu'au service, ou que ce soit le vin, pareil aussi. Tout ça, ce sont des antériorités africaines. La bière également. Et là, quelques outils d'agriculture. Ici, vous avez les jeux qui sont aussi d'origine africaine.
Parce que ça, c'est impressionnant. Ici, je l'avoue, je l'avais fait exprès pour, dans la salle, ceux qui proviendraient de l'INGEPS, en l'occurrence, pour leur montrer que les jeux que nous enseignons sont également d'origine africaine. Et quand vous regardez sur cette stèle, vous avez même la préfiguration de la bande dessinée, parce que les gestes sont posés les uns après les autres au millimètre près. Et vous avez donc la préfiguration des bandes dessinées. On pense que l'escrime est un jeu africain parce que nous l'avons perdu de vue, mais regardez, nous sommes en moins 1190 avec les jeux d'escrime et les explications qui sont données là. Vous avez également le dé. Et ce dé-là, je dois rappeler la photo a été prise au musée du Louvre. Et donc, c'est un dé qui date de moins 5000 ans. Donc, quand vous jouez aujourd'hui au dé, sachez que c'est quelque chose que jouaient déjà vos ancêtres. Les jeux de société, la boxe, le hockey sur gazon. Vous serez étonnés parce qu'aujourd'hui, on est habitué au hockey sur glace. Mais en vérité, le hockey, à l'origine, est un jeu qui se jouait sur gazon. C'est pour ça que vous avez cela. Et si vous allez aujourd'hui en Australie, vous allez constater que les Australiens jouent également le hockey sur gazon. En fait, le hockey sur glace est une adaptation du jeu au climat des Occidentaux. D'accord? Sinon, le hockey, c'est également une invention africaine. Pareil pour le bowling, et vous avez les attestations là. Pareil pour les jeux d'échecs. Pareil pour le jonglage, pour le tir à l'arc. Pareil pour la gymnastique. D'accord? La lutte, le jeu de Wallet et l'équitation. Vous voyez? Donc, quand on vient vous dire un peu plus tard que nos ancêtres nous ont vendus avec des miroirs et des chevaux, vous devez vous douter maintenant qu'il y a une arnaque quelque part, qu'il y a quelque chose à questionner. Et enfin, je finis les éléments sur la technologie. Pour ceux qui sont en technologie, je suis très heureux de voir le professeur Jibigaï dans la salle, parce que très souvent, quand nous enseignons aussi en technologie, ici, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est quelques contributions africaines aux inventions scientifiques. Parce qu'il y a tellement de Noirs qui ont inventé des choses qui permettent à l'humanité d'évoluer, d'avancer, mais très rarement on les cite. C'est ça le problème. Si vous allez sur Internet et que vous tapez quotient intellectuel, vous ne verrez que des photos de blancs. Vous ne verrez aucun noir. Et pourtant, quand vous faites des recherches sur les inventions qui ont fait avancer l'humanité, vous ne verrez que des noirs pour la plupart du temps derrière. Ici, vous avez Abdou Moumouni. C'est à lui que l'université d'Abdou Moumouni au Niger, à Niamey, doit son nom. C'est un inventeur génial. C'est lui qui a inventé l'énergie solaire. L'énergie solaire avec les plaques là. Et ça, on était déjà en 1970. Parce qu'il a estimé qu'on ne peut pas avoir dans ce pays désertique autant de soleil et ne pas pouvoir transformer cela en énergie à utiliser. Et il l'a fait déjà dans les années 70. Ici, vous avez Thomas Mensa. Il est toujours vivant. Il a inventé la fibre optique. Vous voyez comment est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut absolument rien faire sans la fibre optique. Voici l'inventeur, Thomas Mensa. L'inventeur de la télécommande, Joseph Jackson. Du micro, Edward West. L'un des inventeurs les plus brevetés, George Washington Carver. C'est lui qui a inventé le shampoing, le vinaigre, le savon à poudre. Ce sont juste quelques exemples. Si j'ai un document là qui vous présente la série d'inventions africaines, c'est impressionnant. Et j'avais souhaité justement dans un échange que j'ai eu avec les collègues de l'EPAC, qu'on puisse plus souvent mettre en avant les inventions. Et je remercie encore le professeur Jibigaï, même s'il n'était pas là, je l'aurais dit, parce que la communication qu'il a faite à l'occasion de la rentrée solennelle la dernière fois nous inscrivait un peu dans cette dynamique-là. Montrer comment nous pouvons utiliser des matériaux locaux pour transformer nos constructions. Vous avez Henry Sapson qui a inventé donc le téléphone cellulaire à travers la cellule gamma électrique qu'il a mise en place. Grenville Wood qui a inventé l'interrupteur et les manèges, de même que l'antenne parabolique. Le premier docteur à avoir réalisé une opération du cœur en 1891, c'était un noir, Daniel Williams. Et vous avez là l'inventeur de l'Internet, Philippe Emigweli. C'est un Nigérian qui est également toujours vivant.
Hein? Voilà le véritable père de l'Internet. On vous fait croire que c'est le Pentagone, mais voilà celui qui a inventé Internet. Parce qu'il a été capable de vous produire un appareil faisant 3,1 milliards de calculs par seconde. Et ce sont les algorithmes mis en place qui ont servi après à l'Internet. Cheikh Modibo Diarra, avant son arrivée à la NASA, je ne pense pas qu'il y ait eu de projet important, immense de la NASA. On nous a dit qu'il y avait eu en 1970 une mission Apollo qui était allée sur la Lune, mais je crois que tout le monde sait que scientifiquement, quand une expérience est produite une fois, elle peut être reproduite. Donc il y a de quoi se questionner sur la réalité de cette mission-là. Mais depuis que Cheikh Modibo Diarra a intégré la NASA, plusieurs sondes ont déjà été envoyées sur plusieurs planètes, dont Vénus, Jupiter, Mars et même vers le Soleil. Vous voyez. Et donc, vous avez ici un mathématicien dont on ne parle presque pas, alors même qu'il était une calculatrice humaine, Thomas Fuller. Bien entendu, ce sont les noms d'esclaves qu'on leur a donnés par la suite. Et lorsque vous lisez les documents, vous pouvez toujours retracer leur nom d'origine. Je ne saurais faire cette communication sans parler aussi de la contribution des femmes, parce qu'elles sont aussi nombreuses. Et même l'échantillon que je viens de vous montrer pour les inventeurs, il y en a 100 fois plus que cela. Et on doit à Carter Woodson, dont je vous ai parlé tout à l'heure en début de communication, celui qui a écrit La déséducation du noir, on lui doit la célébration du génie africain. C'est lui qui déjà à l'époque avait souhaité qu'on puisse commencer à avoir cette célébration-là. Et le GPS que vous utilisez aujourd'hui, qui est indispensable presque pour tout le monde, le GPS, c'est une femme qui l'a inventé, Gladys West. On le lui doit. Les appels téléphoniques par Internet que vous passez aujourd'hui, vous le devez à cette femme-là, Marion Croix. Vous voyez bien que la contribution des Noirs, elle a été toujours décisive et elle l'est toujours. Donc, on retourne dans le passé, non pas pour s'y complaire et y rester, mais pour s'inspirer, pour recouvrer la confiance en nous et pour aller plus vite de l'avant. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, ce qui serait intéressant et ce qu'il faudrait retenir, c'est que l'Afrique, en tant que berceau de l'humanité, est la mère initiatrice et civilisatrice de l'humanité. Ça, c'est très important et il faut que vous le sachiez. Il faut que nous en soyons convaincus et il faut que nous le manifestions. Il est temps d'arrêter de toujours nous tourner vers l'Occident pour justifier ce que nous avons à faire. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut également nier l'apport de la recherche et des savants occidentaux. Ce n'est pas le discours que j'ai essayé de tenir. Si éventuellement certains l'ont retenu ainsi, je le corrige. Il y a eu des contributions, mais lorsque nous sommes en sciences et nous sommes des universités et qu'on veut enseigner la science, s'il y a une documentation plus ancienne qui se trouve être la nôtre et qui nous permet de mieux comprendre les phénomènes d'aujourd'hui, pourquoi ne pas y recourir? C'est la raison pour laquelle il est absolument indispensable que nous puissions promouvoir ce que Cheikh Anta Diop a appelé les humanités classiques égypto-nubiennes, de la même manière que les autres promeuvent les humanités classiques qui sont les leurs. Nous devons pouvoir promouvoir le nôtre. Et donc l'université a un rôle important à jouer à ce niveau-là. Et cette conférence participe aussi de ces débats-là qu'il faut que nous fassions ensemble pour aller de l'avant. Je crois que la promotion de l'Institut des études africaines est en cours. Je ne vous cache pas que quelques collègues m'ont déjà contacté et j'ai même déjà reçu un certain nombre de drafts et je croise les doigts pour qu'à la fin de notre mandat, on puisse mettre en place un institut pareil qui existe dans la plupart des universités anglophones. D'accord, des études africaines, ça existe. Et donc, voilà un peu globalement ce que je voulais vous dire. Je finis avec ces deux citations de Carter Woodson à nouveau, qui dit « c'est quand on a fini d'apprendre qu'on commence à apprendre ». Autrement dit, on ne finit jamais d'apprendre. Et il y a d'ailleurs l'un de nos proverbes qui nous le rappelle. On finit de grandir, mais on ne finit pas d'apprendre. Et donc, pour ceux qui peuvent penser être à la cime du savoir, il est toujours utile de savoir qu'il y a toujours d'autres angles d'approche que nous n'avons pas. Et j'espère
avoir levé un point de voile sur cette autre version de l'histoire de la science qu'on ne vous partage pas souvent. Paul Dupont, c'est mon directeur de thèse et j'aime bien finir cette communication-là en rappelant un calembour qu'il a produit, en décrivant un peu le concept apprentissage qu'il désignait comme tout simplement l'apprenti vers la sagesse, donc l'apprenti sage et également celui qui apprend à tisser. Je vais définitivement mettre fin à ma communication en rendant un hommage mérité à Niuseré Kalala Omotunde. Qui est Niuseré Kalala Omotunde? C'est un chercheur guadeloupéen qui est venu dans cette université sur mon invitation. J'en ai été très honoré. L'an dernier, c'est-à-dire le 18 août 2022, il était dans cette université à l'amphi Etisalat. Parce que je ne pensais pas avoir du monde, j'ai pris l'amphi Etisalat, mais l'amphi était pleine comme un œuf. Il y avait à peine un endroit où s'asseoir. Malheureusement, il nous a quittés depuis le 14 novembre 2022. Donc le 14 novembre dernier, on fêtait 1 an de sa disparition. Et je ne pouvais pas savoir, qu'en le rencontrant pour la première fois, ce serait en même temps la dernière fois, parce qu'on avait déjà commencé à avoir ensemble un certain nombre de projets. Et il était question qu'il revienne dans cette dynamique-là que je suis en train de mener. Et malheureusement, il est parti. La communication qu'il nous avait donnée il y a tout juste 1 an était intitulée « L'avancée scientifique de l'Afrique noire ». Il me plaît de vous passer l'interview qu'il a donnée à la fin de cette conférence-là, qui fait 5 minutes, mais qui résume l'ensemble de ce qu'il a pu dire, qui est en écho à ce que je viens de vous dire aussi. Et pour ceux qui le connaissent, c'est un communicateur très éloquent et très expert. Et donc, vous comprendrez pourquoi je finis la communication en vous passant cet élément-là. Le but de ma conférence, qui avait pour terme l'avancée scientifique de l'Afrique, c'était de montrer qu'on vous parle d'Einstein, on vous parle de Max Planck, mais aucun de ces gens n'a dépassé la science que vous avez dans le village, que le vieux a dans le village, que nos temples ont. Cette science-là, elle n'a jamais été dépassée. Et que tout ce que nous avons encore à faire connaître, voyez, comme ça sert des enjeux qui ne servent pas nos intérêts, c'est pour ça que la chose demeure cachée. Mais dans tous les domaines, voyez, il ne faut pas oublier que la graine de l'arbre de la science et de la connaissance, c'est l'Afrique qui l'a plantée. C'est l'Afrique qui l'a arrosée. C'est l'Afrique qui a fait qu'elle a porté tant de fruits. Inventer les mathématiques, l'astronomie, la médecine, le calendrier de 365 jours, la précession des équinoxes, les sciences que vous utilisez pour faire la caméra, l'informatique, les ordinateurs. Le nombre binaire informatique est né en Afrique. D'accord ? L'ordinateur, on le voit avec le Fa. Le Fa est basé sur les nombres binaires. Donc toute la culture africaine est fondamentalement scientifique. On nous éloigne de cette culture pour ne pas qu'on en fasse notre colonne vertébrale pour être debout. Sur le plan de la spiritualité, les pères de l'Église étaient tous africains. Alexandre d'Alexandrie, Alexandrie c'est en Afrique. Clément d'Alexandrie, Alexandrie c'est en Afrique. Origène d'Alexandrie, Alexandrie c'est en Afrique. Ce sont des Africains qui ont pris le savoir des temples pour donner à des gens qui n'avaient pas de tradition religieuse, une tradition de religieuse. Toutes les divinités que vous voyez dans la Bible sont des divinités africaines. Ce sont des divinités que les anciens utilisaient dans les cultes vaudous. On les a blanchis, ils font la même chose, mais vous ne voyez pas que c'est la même divinité parce qu'on ne connaît pas suffisamment nos fondements. Quand on a fait le rituel initiatique, on comprend des choses. Il faut se préparer pour aller faire le rituel. Il faut jeûner. Quand vous allez à la messe, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de jeûne. On peut aller danser dans une boîte de nuit, aller à la messe le dimanche matin. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? C'est antinomique par rapport à nos traditions. Nous, on a une tradition, on n'a pas de religion. Il faut être fidèle à nos traditions parce que c'est l'héritage de nos pères. Et cet héritage de nos pères, c'est le sang qui coule dans nos veines. On peut acheter à boire et à manger, mais il n'y a pas de magasin où on vend du sang. Ce sang-là vient de très loin. Nous devons être fiers. Nous devons avoir notre colonne vertébrale et faire en sorte de ne jamais oublier qu'une pyramide, on dit qu'on a construit des pyramides, mais une pyramide, c'est des blocs de pierre qu'on a assemblés au même endroit. Chaque fois que nous sommes unis, nous sommes une pyramide. Vous voulez que nous soyons une pyramide? Soyons unis.
voit ce genre de choses, voilà, quand on n'est pas habitué, on a l'impression que ce sont des choses inventées. Non, ce sont des choses qui se trouvent dans des documents et qui ne sont même pas des documents récents. Hein. Quand je vous montre ce document-ci, un héritage volé, la soi-disant philosophie grecque et en réalité une philosophie africaine de George James, c'est un livre qui est écrit depuis 1954, c'est-à-dire au même moment que Cheikh Anta Diop écrivait Nation Nègre et Culture. Mais pourquoi ne sait-on pas tout ça? Comme je viens de vous le montrer, c'est simplement à cause du système éducatif tel qu'on nous l'a imposé. Je vous ai parlé des jeux. Voilà un ouvrage dans lequel vous trouvez plus de jeux encore que je ne vous ai montré. Et ainsi de suite. Tous les ouvrages, je montre ici un document pour les savants et inventeurs noirs. Le dernier point dont je vous ai parlé. Et également un autre document de Omotunde sur l'Afrique, berceau des concepts de monnaie et des talons monétaires. Et ainsi de suite. Il y a des ouvrages, il y a de la documentation, il y a des choses à faire, il y a des choses à explorer, il y a du savoir, du savoir africain à